Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On va parler cyclisme, première vidéo pour ce Giro. J'ai décidé de faire un truc un petit peu particulier, on a appelé ça, j'étais tout seul, réflexion avec moi-même, j'ai appelé ça départ fictif. Pourquoi? On va essayer de faire ça assez régulièrement cette année sur la chaîne, de faire des petites vidéos comme ça, questions-réponses. Vous me posez des questions sur des moments importants de l'année, par exemple avant les grands tours, avant les périodes de classiques, peut-être avant Paris-Roubaix cette année, et j'essayerai d'y répondre. Voilà, un petit jeu de questions-réponses. J'en ai eu, j'ai 10 questions, voilà, je les ai toutes prises. Mercredi, il est 10h16, puisque pour faire le montage et pour pas trop embêter, j'ai décidé d'arrêter avant. Donc voilà, au niveau de départ fictif, on va essayer de le faire assez régulièrement cette année, avant les grandes courses, avant la Vuelta, avant le Tour de France, peut-être même après la première semaine, pendant les journées de repos du Tour de France, de faire ça. On commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à vous abonner, à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, et vous savez également les vidéos qui sortent sur d'autres thèmes que le cyclisme, parce que je fais des vidéos sur la F1, sur la moto, également sur l'athlétisme, voilà, que je n'arrive jamais à prononcer ce mot-là. Le programme du Giro, avant de commencer également, qu'est-ce qu'on fera pendant le Giro? Il y aura 2 vidéos par jour, comme d'habitude, présentation de l'étape détaillée à 7h30, ça c'est sûr qu'elle sera à 7h30 cette vidéo-là, donc comme ça vous êtes, je sais pas, dans le bus, je sais qu'il y a des gens qui écoutent qui regardent mes vidéos dans le bus, avant d'aller en cours, avant d'aller au travail, vous êtes au courant de tout ce qui peut se passer dans la journée, c'est-à-dire profil détaillé, un peu d'histoire sur l'étape. Ça, j'ai rajouté ça cette année, si on est déjà arrivé, s'il y a des lieux, par exemple, où on est déjà passé pendant le Giro, j'essaierai de faire ça, je suis en train de le préparer pour tout vous dire, ça me prend un petit peu de temps. On parlera également de la météo, qui peut influencer la stratégie, et les favoris du jour, ma grosse cote également, pour chaque journée. Voilà, c'est le programme. Et puis, il y aura le débrief de l'étape, pas avant 21h. Vous savez que c'est ma connexion internet, le temps que je prends pour faire une vidéo, ça sera des vidéos, on va essayer que ça dépasse pas un quart d'heure pour que ça soit uploadé assez rapidement pour les débriefs d'étapes, et sur les débriefs d'étapes, voilà, top, flop, les bleus. Voilà, donc ça sera le programme du jour pour une journée spéciale Giro. Et bon, on va passer à la première question de ce départ fictif. Quels sont tes favoris, qui est une question un petit peu collégiale, hein. Ça a été posé par beaucoup de personnes. Quels sont tes favoris? Eh bien, pour le général, du côté des favoris pour le général, moi je pense qu'il ne faut pas négliger Simon Yates, qui a été impressionnant sur le Tour des Alpes, qui a une équipe solide autour de lui sur ce Tour d'Italie. Donc Simon Yates du côté de Bike Exchange, ça sera costaud, je pense. Du côté de d'autres coureurs, moi je négligerai pas non plus Almeida, parce que Almeida c'est souvent solide. Quand même, alors on pense qu'il va être en difficulté en montagne. C'est vrai que par exemple sur la montée Zocolan, ça peut être compliqué pour lui, mais j'ai l'impression qu'il a pris un petit peu de caisse pendant l'hiver, notre ami Almeida. Moi je négligerai pas non plus Egan Bernal, même si j'ai été très déçu, j'ai pas de questions sur Bernal et Evenepoel, mais du côté de Bernal, moi je négligerai pas le coureur colombien, parce que Ineos, normalement, quand ils remettent un coureur sur un grand tour, c'est qu'ils ont des certitudes, et je pense qu'avec Bernal ils ont eu des certitudes à l'entraînement. Même s'il a peu couru cette année, il va arriver avec beaucoup de fraîcheur, ça peut servir sur la 3e semaine qui va être très difficile de ce Giro. J'oublierai pas non plus, donc j'ai dit Vlasov, Landa, parce que Landa, on l'a certes peu vu, mais ça reste Mikel Landa. J'oublierai pas non plus le jeune coureur d'Androni, qui est vénézuélien, qui est équatorien, pardon, c'est Jefferson Alexander Cepeda, maillot blanc du dernier Tour des Alpes, et qui m'a l'air d'être une belle pépite, et qui sera bien entouré chez Androni. Il y aura avec lui Simon Pello notamment, et Eduardo Sepulveda. Et puis Hugh Carty,
Faut pas négliger non plus Hugh Carty, ça fait pas partie des archi favoris, mais pour un top 10, Hugh Carty, ça peut le faire. On l'a vu l'année dernière, troisième de la Vuelta, avec une dernière semaine qui était compliquée, déjà sur la Vuelta. Donc ça montre qu'il a des belles capacités de récupération. Et puis il a une sérieuse équipe avec lui. Van Garderen, Guerrero, Kekelereux, Simon Kerr, Caseido, Bettiol, Barta. Ça peut être intéressant quand il va falloir accélérer le rythme. Je ne mets pas Marc Soler, je ne mets pas Nibali, notamment, mais parce que ce sont des coureurs, je pense qu'ils tiendront pas 3 semaines de course. Question numéro 2, question de Robin J. Que peut-on attendre de Bennett pour la Jumbo sur le Giro top 5? Très bonne question, j'ai marqué en commentaire. Qu'est-ce qu'on peut attendre de George Bennett? George Bennett, c'est un coureur qui est assez polyvalent, qui est pas mauvais sur le chrono, qui est pas mauvais en montagne, qui est pas mauvais également comme puncher. Le problème, c'est que du côté de George Bennett, il est moyen partout, je dirais. Et c'est un peu son souci. La Jumbo, en plus, a à la fois Groenewegen et George Bennett, donc on ne sait pas forcément l'équipe est composée en 2 parties, quoi. C'est comme vous regardez, voilà, il y a George Bennett, il y a Tobias Foss, mais vous avez également Paul Martin, Josh Van Enden qui je pense et David Decker qui travailleront pour Groenewegen. Donc ça peut être un petit peu particulier du côté de Jumbo-Visma d'avoir une équipe où il aura peu d'équipiers avec lui et George Bennett dans les moments où ça peut être difficile. Top 5, j'y crois pas. Top 10, oui. Entre 7 et 10, c'est jouable pour George Bennett. Je crois pas trop à un top 5. De toute façon, je pense que même Jumbo, il croit pas des masses, parce qu'on sent pas qu'ils ont sorti l'artillerie lourde autour de George Bennett. Après, il aime bien les routes italiennes, George Bennett. Mais ouais, non, j'y crois. Je pense qu'il peut faire un bon résultat, mais de là à faire top 10, ça m'étonnerait. Je continue. Question numéro 3 de Yanis D. Quel est ton favori pour les sprints massifs? Perso, je mets une petite pièce sur Tim Merlier, trop sous-coté. Totalement d'accord sur Tim Merlier, c'est un coureur qui est très sous-coté. Pourtant, il a fait des belles choses, notamment cette année sur le Samin. Il a une belle équipe autour de lui. Chez Alpecin, il a une équipe totale autour de lui, du côté de Tim Merlier. Donc ça, c'est bien pour lui. Moi, Tim Merlier, oui, je le mettrais parmi les outsiders. Pour moi, il y a 2 sprinters qui me semble un peu au-dessus. C'est d'un côté Peter Sagan, que j'ai trouvé très bon sur le Tour de Romandie. Je l'avais indiqué et je l'ai trouvé vraiment très très fort sur le Tour de Romandie. Il m'a vraiment impressionné. Moi, je mettrais également Caleb Ewan, car Caleb Ewan a également une belle équipe autour de lui, même si c'est pas forcément non plus la totale Dream Team du côté de chez Lotto Soudal. Caleb Ewan, c'est costaud. Ne pas négliger non plus Nizzolo chez QBK, même s'il doit partager le leadership avec Pozzo Vivo, et j'ai l'impression que l'équipe est pas totalement... Il y a des baroudeurs dans cette équipe, des Franchini, des Mauro Schmidt, c'est pas forcément les meilleurs pour lancer un sprint. Par contre, il y aura Max Walscheid et Victor Kampenaert, ce qui est toujours avantageux. Ensuite, il y a Gaviria, mais Gaviria, il fait partie aussi pour moi des outsiders. J'y compte plus des masses. Pareil pour Viviani, qui, à part Cholet-Pays de Loire, n'a pas été très impressionnant cette année. À Cholet-Pays de Loire, il a eu de la chance également que Boigny fasse le ménage pendant ce sprint-là. Ne pas négliger quand même chez Jumbo, on parle beaucoup du grand retour de Dylan Groenewegen. Alors, on m'a pas posé de questions sur Dylan Groenewegen, mais je pense que ça sera compliqué pour lui parce qu'il sait qu'il va être suivi par l'UCI, par les commissaires de course, et je pense que il aura du mal à prendre des risques sur les sprints parce que c'est pas lui qui s'est blessé, c'est lui qui a blessé quelqu'un. Et je pense que mentalement, le travail va être encore très important pour Dylan Groenewegen. Donc j'ai peur qu'il ait peu de prise de risque dans ce type de sprint. Par contre, chez Jumbo, ils ont amené un deuxième élément, David Decker. Et David Decker, sur l'UAE Tour, je l'avais trouvé vraiment très bon, le coureur néerlandais. Donc, David Decker, ça peut être une bonne cartouche de rechange pour cette équipe-là, du côté du Jumbo-Visma. Et puis, il ne faudra pas oublier Israël, même s'ils ont quand même tendance souvent à se saborder sur les grands tours. Là, ils ont emmené 2 coureurs, Chimolai et Bevin.
Pour moi, c'est plutôt Bevin qui m'a le plus intéressé cette année. Il y aura également Pasqualone chez Intermarché. Intermarché qui n'a toujours pas gagné avant le tour. Qui n'a toujours pas gagné même du tout, hein, Intermarché, depuis le début de saison. Et ben voilà, on passe à la question numéro 4. Alors là, on va passer sur des questions parcours. Pour toi, l'étape du Mont Zocolan aura un impact final sur le Giro. Alors, Monte Zocolan arrivera à l'étape numéro 15. C'est compliqué à dire, le Monte Zocolan. Pour moi, elle arrive un peu tôt, cette étape. C'est-à-dire qu'elle arrive le dimanche, le deuxième dimanche de course, non, troisième dimanche de course, ou deuxième, je ne sais jamais. Ouais, non, c'est troisième dimanche de course. C'est une belle étape. C'est même un samedi, Monte Zocolan, hein, je suis en train de voir. C'est une belle étape, mais qui arrive un peu tôt. Voilà, on arrive à l'étape numéro 14. Malgré tout, c'est un monument du cyclisme. Je pense qu'on aura encore entre 5 et 7 noms en haut du Monte Zocolan. De mecs qui sont encore en capacité de gagner le Giro. Je pense qu'on n'aura pas le vainqueur du Giro. On aura un groupe encore à ce moment-là de coureurs qui pourront se refaire sur d'autres étapes, très clairement en troisième semaine. Donc Monte Zocolan, on perdra le Giro ce jour-là, mais il ne sera pas encore gagné pour moi. Donc oui, ça aura un impact, mais peut-être un impact plus faible que si on l'avait eu lors de l'étape 18 ou 19. Très clairement. Malgré tout, le Monte Zocolan, c'est difficile. Il faudra faire attention sur cette étape-là. Il ne faudra pas être dans un jour sans, sinon ça peut être très compliqué. Question numéro 5 de Xile Space. Le parcours de cette année est-il plus difficile que celui de l'an dernier? C'est les deux questions. Et puis sur ce Giro, sur quelle étape le général va-t-il se jouer ou basculer? Le parcours de cette année est-il plus difficile que celui de l'an dernier? À partir de la moitié de la deuxième semaine, oui. Il devient très difficile. La première semaine, par contre, je trouve, est plus simple que l'année dernière. L'année dernière, on avait l'Etna, qui avait été dur, et on avait des étapes un peu casse-pattes. Cette année, il y a moins d'étapes un peu... où vous avez une petite bosse à l'arrivée qui est un peu chiante, où vous avez une petite côte à 10 km, 15 km de l'arrivée. C'est plus rare cette année sur le Giro. On a des étapes toutes plates, ce qui est très rare normalement sur le Tour d'Italie. Donc la première semaine est plus simple, la troisième semaine est plus difficile pour moi, et la deuxième semaine, ouais, peut-être même plus difficile. L'avantage, contrairement à l'année dernière, c'est que techniquement les conditions climatiques devraient être un peu meilleures, mais toujours se méfier du refroidissement de fin de Giro en troisième semaine. Quand on passe à plus de 2000 mètres d'altitude, ça va être compliqué. Et sur ce Giro, sur quelle étape le général va-t-il se jouer ou basculer? Alors, on a déjà parlé du Monte Zocolan. Il y a déjà une étape où vous pouvez perdre ce Giro, c'est l'étape des routes blanches. L'étape des routes blanches, des Strade Bianche, là c'est une étape où vous pouvez perdre beaucoup et perdre beaucoup de temps ce jour-là à cause d'une crevaison, à cause de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Donc ça, il faudra être bien organisé du côté des équipes. Je pense que l'étape de Cortina d'Ampezzo, moi, est celle qui me fait le plus peur. 5700 mètres de dénivelé positif, c'est l'étape de Grand Tour où on aura le plus de dénivelé positif cette année. Mais il y a un autre impact qu'il faut prendre en compte, c'est 3 fois plus de 2000 mètres. On passe 3 sommets à plus de 2000 mètres d'altitude, et ça en 60 km. Et oui, c'est très court. Il va y avoir de la dette d'oxygène, je pense à ce moment-là, et des coureurs qui vont exploser. Il faut savoir que sur les 80 derniers kilomètres, on est tout le temps quasiment à plus de 1400 mètres d'altitude. 1400 mètres d'altitude, quasiment tout le temps. Bon, regardez le profil de cette étape. Là, ça va faire mal, c'est l'altitude de cette étape qui va faire mal. Je pense que ce jour-là, le général va basculer et le mec qui gagnera à Cortina d'Ampezzo, surtout que la descente de Cortina est un peu technique du souvenir que j'ai, je pense aura pris une belle carte sur le Tour d'Italie. Il ne faudra pas négliger non plus le Alpe Mota. Non, le lendemain, pardon, le Sega Diala, qui est aussi une arrivée pas simple. Et l'enchaînement de la journée 16 à la journée 17, l'enchaînement, même s'il y aura une journée de repos, peut faire un petit peu mal.
Mais ouais, Cortina d'Ampezzo, en plus, ça sera juste avant une journée de repos, ça risque de faire mal ce jour-là. Très clairement, ça risque d'attaquer dans tous les sens. Question numéro 6, là on va parler des Français à partir de maintenant. Est-ce que selon toi, question de Yanis D, est-ce que selon toi ce Giro a le plus faible plateau de Français pour un grand tour cette année? Bouchard, Champoussin, Cavana, Mollard et Delafay, Galopin, ça ne me fait vraiment pas rêver, plus Bardet qui était dans un commentaire juste derrière. Alors déjà, on a quand même 2 coureurs pour moi qui sont en capacité de faire top 10 sur ce Tour d'Italie, c'est Bardet et Mollard. Ce qui est mieux que d'habitude, parce que alors sur un grand tour, oui, mais le Giro a toujours eu le plateau français le plus moyen de tous les grands tours. Déjà parce que pendant très longtemps, les équipes françaises n'étaient pas invitées sur le Giro. Pendant quelques années aussi, on avait décidé de ne pas aller sur le Giro parce qu'on était en désaccord avec l'organisateur, notamment au moment de Laurent Fignon et où il y avait eu une sorte de coalition contre Laurent Fignon une année. Je crois me rappeler. Enfin, il y a eu des coalitions italiennes, notamment contre les Français pendant les années 80 sur le Giro. Dans les années 2000, il n'y avait pas le World Tour, pour ceux qui ne connaissent pas cette époque-là du cyclisme, c'est-à-dire que les organisateurs avaient le droit de choisir n'importe quelle équipe, presque. Et le Giro, souvent, négligeait les équipes françaises, c'est-à-dire que la Française des Jeux, AG2R, Crédit Agricole, même Bonjour. Alors Bonjour, je crois, Thomas Vauclair a fait son premier grand tour sur le Tour d'Italie. Mais souvent, on n'avait pas de coureurs français. Il y a une année où je crois qu'il y a un seul, en 2004 ou 2003, je ne sais plus, je crois qu'il y a un seul coureur français. En 2005, quand Lemaivel s'impose, je crois qu'il n'y a que Crédit Agricole sur cette course-là. Souvent, c'est vrai que le Giro a eu un faible plateau. Moi, je trouve qu'il est de meilleure qualité qu'en 2019, notamment. En 2019, on avait 8 Hermos et Nance Peters. Sinon, il n'y avait personne d'autre. Après, on a quand même 2 coureurs qui sont capables de jouer le général, donc Mollard, Bardet. Il y a quand même Cavagna qui est capable de gagner une victoire d'étape. Champoussin, on ne sait pas trop quelles sont ses limites. Victor Lafay a plutôt été bon sur le Tour de la Communauté de Valence. Nicolas Day est toujours bon sur les grands tours. Il faudra faire attention à lui pour le classement de la montagne, notamment Nicolas Day. Moi, je trouve que c'est pas le plateau est restreint, mais que c'est pas un mauvais plateau. Et pour moi, c'est pas le plus faible qu'on ait eu sur le Giro. Par contre, c'est plus faible que sur le Tour de France, ça c'est sûr. Sur la Vuelta, il faudra voir parce qu'il y aura les Jeux Olympiques et sur la Vuelta, parfois on a un plateau faible. Par exemple, l'année dernière, je trouve que le plateau du Tour d'Italie, au niveau des Français, était meilleur que le plateau du Giro, de la Vuelta. Parce que, à part Gaudu, il n'y avait pas grand monde l'année dernière sur la Vuelta. Il faut quand même se rappeler, je trouve. Il y avait Cavagna, mais Cavagna, on l'avait peu vu. En plus, parmi les états de forme, là, on a des coureurs français qui sont en forme. Cavagna est en très grande forme. Bardet a l'air d'être pas mal non plus. Moi je trouve qu'il est pas si mauvais. Faut pas être si critique que ça. Voilà, Yanis, avec le plateau du Tour de France, du Tour d'Italie cette année. Question numéro 7 de Don Sebou. Pour le Giro, la question que j'aimerais te demander. Penses-tu que Bardet, qui est équipier de Hindley, va aller chercher le classement de la montagne en plus d'une victoire d'étape? Oui. C'est possible. L'avantage du Giro, c'est que le classement de la montagne est mieux foutu que sur le Tour de France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être dans le top 10 du général pour forcément être en tête du classement de la montagne. Donc on sait que Bardet est un attaquant, il aime bien faire ça. On sait également que chez DSM, il y a rarement des prérogatives très importantes pour protéger un leader. Enfin chez DSM, chez Sunweb, sauf à l'époque de Tom Dumoulin. Mais c'est toujours une équipe qui laisse quand même pas mal de liberté à ses coureurs pour attaquer à l'avant. Si Jane Lay en plus sur les premiers jours est pas forcément incroyable, s'il a un petit peu la même forme que sur le Tour des Alpes où il m'a pas impressionné des masses, pourquoi pas pour Bardet aller chercher le classement de la montagne. Le seul problème de Romain Bardet pour aller chercher le classement de la montagne, c'est que le premier contre-la-montre est un peu court pour lui. Et je pense qu'il sera à 1 minute. Et à 1 minute, ça reste encore très dangereux pour partir en échappée en première semaine. Donc s'il veut chercher le classement de la montagne, il faut qu'il perde du temps en première semaine.
Ça sera obligatoire. Une victoire d'étape, c'est totalement jouable en troisième semaine, surtout si Janeley n'est plus là. S'il a perdu du temps, s'il ne veut pas jouer le général. Mais la grande question est de savoir est-ce que Bardet n'est pas un leader de secours du côté de chez DSM, parce qu'on n'est pas forcément sûr de Janeley. On sait que Bardet, de toute manière, il est motivé. Bardet, il a l'air d'être en forme aussi, de ce que j'ai vu sur le Tour des Alpes où il a fini dans le top 10. Donc il faudra faire attention à Romain Bardet, mais oui, le classement de la montagne, c'est totalement jouable dans ses bouts. Question numéro 8 de Ertimia. Bardet peut-il finir sur le podium? Tout dépendra de Janeley. Tout dépendra de Janeley. Sur le podium, il faudrait quand même que certains coureurs comme Almeida se plantent. Il faut qu'il gagne du temps en montagne, ça c'est obligatoire. L'avantage c'est qu'il n'y a que 40 km de chrono. Moins de 40 km de chrono. Le souci, c'est que le dernier contre-la-montre, il est tout plat. Et il ne le correspond pas du tout. Donc, je pense que sur ce dernier contre-la-montre, il peut perdre 3 minutes 30, Bardet. Et sur le premier, il peut perdre 1 minute. Donc, ça fait 4,30. On va faire un contre-rond. Il faut qu'il prenne 5 minutes d'avance en montagne sur ses adversaires. Voilà. Sur des Egan Bernal et autres. Donc faut partir faire un grand raid. Moi je pense que ça me semble un peu compliqué quand même pour Bardet pour finir sur le podium. Par contre un Bardet dans le top 5, oui, je pense qu'on peut raisonnablement y penser, mais il faudra que Janeley soit en défaillance en début de grand tour, qu'il soit vraiment en méforme et qu'il y ait un changement de leadership. Aujourd'hui le leader sur le Giro, c'est Janeley, et pour moi, Romain Bardet est un coureur protégé dans cette équipe. Ça peut changer au bout de 3-4 jours, si on s'aperçoit que Janeley est totalement hors de forme. Bon, voilà. Mais ça dépendra de Janeley, très clairement, la capacité de Bardet à finir ou non bien au niveau du classement général. Question numéro 9. Que pensez-vous de la forme de Ganna une semaine avant le Giro? C'est pas top. C'est pas top. Après Ganna, il a une longue période de pause entre le Tour de Romandie et le Milan-San Remo. Il s'est arrêté très longtemps. C'est pas forcément l'idéal avant un grand tour. Le Romandie a été très compliqué pour lui, surtout le dernier contre-la-montre où il perd 30 secondes sur un Rémi Cavagna. Alors certes, Rémi Cavagna était en forme, mais on voit que Bissegger, l'écart n'aurait pas dû être de plus de 10 secondes, très clairement, donc Ganna est pas en forme. Après, du côté de Filippo Ganna, je connais pas ses objectifs sur cette année. Est-ce qu'il n'y a pas aussi les Jeux Olympiques? Et les Jeux Olympiques du côté de Ganna, c'est au mois d'août, au mois de juillet, août, et foncièrement, il peut pas être en forme là s'il veut être performant sur les Jeux Olympiques où il va aller sur le contre-la-montre et certainement sur la poursuite. Peut-être aussi que Ganna se travaille en ce moment énormément en chambre de haute température et que le fait qu'autour de Romandie on a eu des températures très fraîches et pas facilité sa mise en route. Parce que je rappelle qu'aux Jeux Olympiques de Tokyo, on va avoir des conditions climatiques vraiment très difficiles, avec beaucoup d'humidité. Il y a de la chaleur certes, mais c'est surtout l'humidité qui va être un vrai problème. Et est-ce que Ganna s'est pas entraîné dans ces conditions-là? Vous savez, il y a des chambres spéciales, par exemple à l'INSEP, où les coureurs de VTT notamment, j'ai vu ça hier avec Jordan Sarrou dans Tous les Sports, qui s'entraînent dans ces conditions-là pour préparer les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il n'a pas fait ça, Ganna? Mais la forme n'est pas là, mais ça m'étonnerait qu'il soit incroyable sur ce Giro Ganna parce que tu peux pas jouer toutes les grandes compétitions au top. Donc Ganna, ça me semble compliqué. Par contre, donc on peut parler du premier contre-la-montre. Il faudra compter sur Cavagna. Il faudra aussi compter quand même sur Remco Evenepoel qui, je pense, a ciblé cette journée depuis très longtemps et donc sera prêt pour ce contre-la-montre. Un contre-la-montre en plus, c'est pas un effort où il faut se réadapter au peloton, il faut se réadapter à beaucoup de choses. Donc même si vous n'avez pas roulé depuis longtemps, sur un contre-la-montre, vous pouvez faire une belle performance. Donc il faudra se méfier quand même de Remco Evenepoel, mais c'est vrai que Cavagna, Evenepoel, Almeida, chez De Koninck, je pense qu'il y a peu de chances que De Koninck n'ait pas le maillot rose après cette première étape du Giro. Mais du côté de la forme de Ganna, oui, c'est pas top. Après, il faut voir également si Ganna n'a pas travaillé en haute montagne.
Après, est-ce que c'est rédhibitoire? Non. Mais est-ce qu'il finira le Giro? Pas sûr. Encore une fois, il y a les Jeux Olympiques. Il faut se préparer pour les Jeux. Et plus tu te prépares tôt, plus tu seras performant pour les Jeux Olympiques, je pense, cette année. Question 10, la dernière, Dream Team. Allons-nous assister à de nouveaux rebondissements après l'année dernière, la découverte de jeunes pépites, sans oublier le ras-le-bol des coureurs? Allons-nous assister à de nouveaux rebondissements après l'année dernière? Certainement. C'est un Tour d'Italie, c'est un grand tour. C'est une saison également atypique avec la Covid. Par exemple, Cepeda. S'il fait top 5 d'un Giro, ça sera une grosse révélation. Du côté des sprints, David Decker, ça serait également une belle révélation. Ou Tim Merlier, ça serait la confirmation pour Tim Merlier. Alors cette question-là, je ne sais pas si non plus elle s'applique à la saison, à la fin de saison. Le ras-le-bol des coureurs, cette année, j'ai l'impression qu'ils ont quand même été un peu plus intelligents dans la conception du parcours. Mais c'est vrai que ça reste un Tour d'Italie, donc les étapes sont longues, même en troisième semaine. L'année dernière aussi, il y avait les conditions climatiques qui avaient énormément joué dans le ras-le-bol des coureurs parce qu'il faisait moins 5 degrés tous les jours. Mais sur cette année cyclisme, si on ouvre au niveau de la question, c'est sûr qu'on va avoir des rebondissements. Je pense qu'il y a des directeurs sportifs également qui jouent leur tête sur cette course-là, notamment Cédric Vasseur. Et on attend des résultats maintenant pour Cédric Vasseur. Il s'est déjà planté avec Nasser Boigny. Ça serait con qu'il se pointe également avec Elia Viviani. Mais oui, il y aura des rebondissements. C'est un Giro, c'est une course de 3 semaines. Tout le monde va être au top à ce moment-là. Il faudra faire attention également à une équipe dont j'ai pas parlé là, mais c'est du côté des équipes italiennes, Eolo Cometa. C'est peut-être l'équipe dont on parle le moins. Mais il faudra faire attention à eux, donc il faudra faire attention à Androni parce qu'en plus je pense qu'ils sont très revanchards du fait qu'ils n'étaient pas invités au départ. Au départ c'était Vini Zabou qui était invité. 4 dopages chez Vini Zabou, donc Androni a récupéré une invitation de dernière minute. Vraiment de dernière minute dans ce cas-là. Peut-être que Marc Soler tiendra 3 semaines de course aussi hein, au niveau révélation. Ça peut être ça. On ne sait pas. Mais oui, c'est une course où premièrement on a un truc, c'est qu'au niveau du général, on n'a pas vraiment de certitude sur tous les coureurs dont j'ai parlé. Simon Yates, en 3e semaine, il a déjà fait défaut. Egan Bernal, peut-être que sa blessure va pas se remettre. Et Pavel Sivakov, il est jeune. C'est un défaut. Vlasov, des fois, en haute montagne, il fait des erreurs. Landa, il est pas toujours bon. Bourman et Grossschartner, ça me semble un peu faible. Cepeda, il est jeune. Evenepoel, il revient de blessure. Almeida, en haute montagne l'année dernière, il semblait limité. Masnada, est-ce qu'il tiendra 3 semaines? Hugh Carty, est-ce qu'il arrivera à confirmer de sa Vuelta? Dan Martin, est-ce qu'il est en pleine forme? Donc oui, il y a encore des surprises à avoir sur cette course-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à partager cette vidéo également. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production à partir donc de samedi matin 7h30. Présentation de l'étape numéro 1 contre la monte à Turin. Très intéressant. On fera le débrief de cette étape le soir même, donc le samedi soir même, et d'ici la diffusion de cette vidéo, donc jeudi, je pense qu'il n'y aura rien sur la chaîne avant cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez aimé tout ça. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.